Ok, bonjour à tous, ici c'est Sergio Kakilembe pour Trading Wall Street TV, en direct du www.gistum.com. Ici, comme vous voyez, on est dans la maison des Goussas, la succursale de la délégation espagnole madrilène de la maison des Goussas. Et ici, c'est ici qu'on va effectuer ce qu'on avait dit qu'on allait faire, c'est-à-dire une masterclass avec le directeur de la succursale qui lui est un ancien trader qui a plus de 3 décennies, donc plus de 30 ans, presque 35 ans dans les marchés financiers. En banque d'investissement à travers le monde, il a fait Wall Street, la City, Zurich, Madrid, Tokyo et Singapour, et donc ici on va pouvoir bénéficier de son expérience. Donc ici vous le voyez ici avec les compagnons, et ici voilà, on va pouvoir profiter de tout ça, et donc on attend que ça commence. Donc vous connaissez le nom, c'est Demoussa Métaux Précieux, et moi c'est Serge Kakilembe avec Sergio Kakilembe. Retrouvez-nous sur www.jctune.com. Ok, merci beaucoup, ciao. Ok, bonjour à tous, ici c'est Sergio Kakilembe pour John Capital Trade Wealth Investment Management et vous êtes en direct du canal Trading Wall Street TV. Et ben voilà, comme promis, durant ce que j'avais annoncé dans les vidéos précédentes, ben voilà, nous y sommes. Et ici nous y sommes, ben nous sommes à quoi? Ben, nous allons faire exactement ce que sont les analyses hebdomadaires. Donc là, nous allons faire une analyse de marché, nous allons voir la clôture de cette semaine et les perspectives pour la prochaine semaine, donc la semaine du lundi 19 au vendredi 23 juin 2017. Donc là, nous allons rentrer dans la période estivale, donc on va voir exactement quelle est la perspective. Et comme je dis, je tiens à le dire, c'est un disclaimer, ça ce sont mes opinions, ce sont nos analyses, nos perspectives, les probabilités que nous on voit sur les marchés. Donc ici c'est vraiment un titre éducatif et un titre d'information qu'on partage cela avec vous. C'est pour que vous voyez aussi, c'est aussi une parfaite, c'est une plateforme pour introduire aussi les services que nous offrons au jctune.com. Et la chose étant que voilà, nous on est des professionnels, on travaille dedans, c'est exactement ce qu'on fait. On a des stratégies de hedging, c'est-à-dire de couverture et comment dirais-je, sur toutes nos positions. Donc je ne recommande à personne et de répliquer et de dupliquer, de recopier exactement les opérations que vous allez voir et tout ce que vous allez voir, voilà. Tout ce que nous, on va analyser ici. Pourquoi? La chose étant que vous n'avez peut-être pas le même capital, vous n'avez peut-être pas la même stratégie, vous êtes peut-être un débutant ou quoi que ce soit. Donc là, je vous recommande fortement, vous regardez la vidéo, ça va vous inspirer. Et est-ce que vous faites par après, si vous êtes vraiment intéressé par toutes ces choses-là, vous venez et vous commencez à travailler avec nous. On a un tas de services qui vont vous être offerts et là, nous, on va pouvoir être derrière vous, vous aider à gérer le risque et à comprendre exactement ce qui est en train de se faire. Ok, donc là, ça doit être dit. Donc là, le petit disclaimer, il est mis. Et là, maintenant, voilà, on va continuer. Et là aussi, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, avant de commencer cette vidéo aussi, je vous ai mis un petit clip comment dirais-je, du vendredi. Donc, c'est-à-dire ce qu'on a fait il y a 2 jours exactement ici à Madrid. On a eu la masterclass. Donc, ça, c'était pour tous les clients qui étaient venus en consultation. Comme je vous ai dit, une fois qu'on termine, une fois qu'ils sont bien avancés dans les consultations, comment dirais-je, on a recours à des collaborateurs externes et dans ce cas-ci, on ramène des traders qui ont beaucoup d'expérience sur le marché. Là, vous avez vu, c'était monsieur James Wedenbach, vous avez vu une vidéo où lui et moi, on était là dans les locaux de Degussa, c'est le directeur de la succursale de la délégation espagnole de Degussa Métaux Précieux. Donc, vous l'avez vu, lui, c'est un trader, il a plus de 30 ans dans les marchés financiers, donc il vient aussi pour renforcer ce que nous, on est en train d'enseigner. Et aussi pour donner aussi ses conseils et faire profiter de son expérience à toute personne qui sera intéressée. Bon, vous avez vu, il n'a pas le français vraiment au top, vu que voilà, comment dirais-je, il ne l'exerce pas. Il ne communique pas au quotidien en français. Vous avez vu qu'il est tout anglais et espagnol, mais bon, il n'y a pas de problème. Les personnes peuvent venir ici une fois qu'ils sont bien avancés dans les consultations et les masterclass se passent super bien. Pour dire, même ma mère a eu droit à sa propre masterclass et elle a vraiment fait l'effort comment dirais-je, de parler en français. Ça a été super, ça s'est bien passé, ça avait duré 4 heures et donc voilà, elle a eu son one-on-one privé. Donc voilà, bon là c'est ma mère, c'est d'autres choses, mais on a énormément de clients qui peuvent venir et profiter de cela. Donc ça aussi, c'est pour vous montrer vraiment le sérieux de ce qu'on est en train d'offrir et au niveau auquel on est en train de travailler, parce qu'on a ces personnes-là qui sont avec nous et qui savent exactement ce que nous on est en train de faire, qui valident ce qu'on est en train de faire et qui nous permettent d'aller encore plus loin. Donc vraiment, vous avez vraiment un service de qualité et comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes,
Je pense pas qu'il y a beaucoup d'endroits où vous allez pouvoir voir cela et avoir accès à cela, des vrais banquiers d'investissement et voilà, avec tout ce que nous on est en train d'offrir. Donc voilà, donc ça c'est un plus, donc ça c'est le plus du Jesse Trim Consulting. Donc voilà, ça c'est tout ce que nous on offre. Et donc, cela étant dit, maintenant on va continuer. Et ici, il y a une petite news. Donc là, je suis en train de travailler sur la page en français. Comme vous avez vu que notre page principale, la www.jtune.com, est en espagnol. Vu que bon, c'est là où on a quand même 90% de notre clientèle. 90% de notre clientèle est là. Mais ici, vous voyez que sur la page, j'ai rajouté un lien vers le site web en français. Donc en cliquant dessus, vous allez être redirigé vers le JC Trim French Consulting.webs.com. C'est une page gratuite, donc une page, on va dire... une page temporaire qu'on aura pour on dirait, charger un maximum, avoir la traduction, que les clients puissent voir exactement ce qu'il y a, ce qu'on offre. Donc en cliquant directement sur ce lien, vous êtes directement redirigé ici à Jesse Trim French Consulting. Et ici, vous voyez, bon, bien évidemment, la page est en construction. Vous avez le formulaire de contact. Et ici, directement, bon, vous avez un numéro personnel, ce qui est le mien. Ben, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ben, grâce à la technologie, on peut être en contact sur Viber, Messenger, WhatsApp ou ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de problème. Vous êtes là, vous me contactez moi. Ben, moi, je gère, bien évidemment, vu que je suis celui qui parle français du groupe, ben voilà, moi je vais gérer toute la clientèle qui aura en français. Et ici vous avez la vidéo de présentation des services de consulting et je mettrai aussi les autres vidéos qu'on a eu, enfin qu'on a faites en français, ben, elles seront ici en attendant. Comme ça, ben, vous aurez un endroit et comment dirais-je, une adresse web sur laquelle vous pourrez avoir énormément de, comment dirais-je, d'infos et tout ce qu'il y a. Donc tout ce que vous voyez ici sur la page, donc ici, bon, ce qui vous intéresse, si vous êtes en train de suivre cette vidéo ici, c'est tout ce qui est au niveau des modules et de la consultation Trading Wall Street. Donc vous aurez, ben, tout ça va être traduit en français. Donc vous aurez le programme, le but de la consultation et les promotions et tout ce qu'il y a, les prix, les liens d'achat et tout ça va être mis en français et directement relié à notre plateforme de paiement, donc la bancodiplata.com. Directement, vous aurez tous ces liens là-dessus. Ok. Donc là maintenant, comme je vous avais dit, on allait être là en train de gérer un petit portefeuille avec 6 actifs. Quand je dis petit portefeuille, c'est pour voir réellement ce qu'il y a, donc vous donner une idée de ce que c'est que le portfolio management, vous voyez, à travers diverses asset classes. Donc on a le forex ici, on a les indices qui représentent les actions et on a les matières premières directement. Donc vous voyez, on a vraiment 3 types d'asset classes. Donc voilà, j'ai pris 2 actions, 2 matières premières et 2 monnaies pour vous montrer un peu ce qu'il y a. On ne va pas commencer à rentrer dans les détails, commencer à regarder toutes les actions et ainsi de suite. Et non, bah donc là, on faisait vraiment avoir une idée de ce qu'on est en train de faire et de ce que c'est que la gestion des portefeuilles. Et pour ça, bah, avant d'aller vers ce qui est graphique, nous, quand on gère des portefeuilles, on va toujours vers ce qui est informations et fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir des petites idées, on cherche des catalyseurs, on cherche de l'information et on regarde les fondamentaux des actifs sur lesquels on est en train d'investir, avec lesquels on est en train de négocier. Pourquoi? Bah, pour nous permettre d'aller beaucoup plus loin et voir si on est toujours dans le bon, s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que vous savez que lorsqu'on gère un portefeuille, il y a du risque. Nous, on prend ce qu'on appelle du overnight risk, c'est-à-dire qu'on ne ferme pas nos opérations dans la même journée, on ne fait pas de scalping, on ne fait pas de day trading. Mais cela étant dit, il y a des positions par exemple, vous pouvez avoir un actif qui est super volatile, comme vous voyez ici le Bitcoin, qui a bougé de 3000 et descendu jusqu'à 2000. Vous voyez ici 2100, donc 900 dollars en une semaine. Ça se peut qu'en une journée, il y ait un mouvement de 300 dollars. Et par exemple, ce mouvement de 300 dollars, ben, c'est le mouvement que nous on avait calculé. Ben, par exemple, le mouvement se déclenche à 10 h du matin et à midi, ben, voilà, l'opération est fermée. Là, on va dire en théorie, c'est du day trading, mais comment dirais-je, on avait un système, on avait rentré les ordres et on a laissé la plateforme gérer le tout de manière automatique. Donc, c'est-à-dire que nous, on n'était pas là. Nous, on a juste eu nos alertes. Et une fois qu'on a nos alertes, c'est-à-dire qu'il y a une position qui est live, donc une position qui est réellement, on a une réelle exposition sur le marché, bon, on est là pour la gérer, la surveiller. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, il y a par moment, bah, ça se passe. Comme je dis, dernièrement, j'ai eu une opération sur Apple. C'était un short, donc c'était une vente à découvert, 5 dollars de gain. Donc de 100, que je ne dise pas de bêtises, de 150, Apple est descendu à 145 et tout ça s'est passé durant une session. Donc la session, on va dire à l'heure européenne ici, l'heure de Paris et l'heure de Madrid s'ouvre à 3h30 jusqu'à 10h. Ben voilà, durant la session, ben, ça s'est passé. Il y avait ça et le Nasdaq. Et donc voilà, donc moi j'avais pas besoin d'être là devant l'écran. J'avais analysé les choses. J'ai dit bah tiens, ça va aller de tel point à tel point. Après, bon, il fallait juste rester dedans. Donc je me donne toujours une semaine, 2, 3, 4, 5 jours, on ne sait pas combien de temps pour que cela s'effectue et se réalise, que ma transaction soit effectuée, c'est-à-dire ma vente et puis après mon recouvrement, donc le rachat de ma position. Bah là, ça s'est passé durant la même session. Donc, parfait. Ouais, donc c'est vraiment ça. Donc, vous devez comprendre exactement la différence.
entre le day trading et ce que nous on est en train de faire. Mais bon, voilà, là vous avez compris un peu comment on gère le portefeuille. Donc avant d'être dans les graphiques, on va d'abord regarder un peu quelques faits d'actualité, ce qui s'est passé sur le marché. Donc ici on est sur la page Market Watch et c'est ici qu'on vient prendre pas mal de news pour voir un peu sur quoi est-ce qu'on pourrait continuer à investir. Donc ici vous voyez qu'on a Amazon. Amazon may have launched a bidding war for Whole Foods. Vous voyez que Amazon dernièrement a fait une acquisition d'une compagnie pour X... comment dirais-je, pour X dollars, et donc voyez, donc là maintenant il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc qu'est-ce que vous voyez directement? Whole Foods est monté de 29% et Amazon a pris 2,4%. Donc vous voyez que ça c'est très important. Là c'est lors de la dernière session, juste pour cette histoire de acquisition, non? Donc là vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc là qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tiens, s'il y a eu ça, ça va être chaud dans les news, on va continuer à en parler. Et ça, c'est un bon catalyse et c'est une bonne information. Donc, directement, nous, dans nos portefeuilles, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à s'intéresser à Whole Foods et Amazon et les compagnies qui sont en relation avec eux. Et on va voir exactement qu'est-ce qu'il y a. S'il y a des achats, là, comme vous le voyez, pour le moment, c'est achat. Donc, on va voir exactement ce qui est en train de se passer là-dessus. Donc, là, vous voyez, ce sont des idées. Donc, il y a pas mal d'histoires autour de tout ça. Après, vous voyez, on continue encore à parler d'Amazon. Donc, vous voyez que ça, c'est quoi? C'est de l'information, c'est des catalyses. Donc, ça, c'est trending. Donc, ça, c'est chaud, c'est hot, hot, hot. Donc, on doit regarder ce qui se passe sur Amazon. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire dans nos portefeuilles. On sera toujours là, on va continuer à voir ce qu'il y a sur Amazon. Et voir s'il y a des opportunités. Là maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Opinion. Donc ici, Brett Arends, stay away from Bitcoin and its cybercurrencies rivals. They are garbage. Donc il y a une personne ici, Monsieur Brett Arends, qui dit que les Bitcoins, ce sont garbage. Donc c'est de la poubelle, c'est du caca. Donc c'est ce qu'il est en train de dire, des Bitcoins et tout ce qui est les crypto-monnaies. Donc là, c'est son opinion à lui. Comme je dis, c'est son opinion, tant mieux. Mais vous voyez que là, c'est chaud. Vous voyez que là, une fois que ça arrive dans les big médias, il y a de quoi parler. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez vu exactement comme on avait analysé la semaine passée qu'au-dessus de 3000, ça allait être dur pour le Bitcoin. Et le Bitcoin est redescendu à 2005, à 2000, près de 2000 $. Et là, maintenant, on verra exactement où il est. Donc, vous voyez que ça, ce sont des actifs qui sont chauds. Donc, quand un actif est chaud et qu'il y a beaucoup de news, ce sont des possibles catalyses. Donc là, vous savez directement que là, il y a des trucs avec lesquels on peut spéculer. Donc là, vous voyez que c'est vraiment ça. Donc il y a énormément de news sur le Bitcoin. On est en train d'en parler, de tout ce qui est en train de se passer. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On a ici tech sell-off remains a concern after a Fed hike, tepid economic growth. Donc là, vous voyez le Dow Jones Industrial Average est à la hausse, mais le tech c'est quoi? C'est le Nasdaq. Le Nasdaq est à la baisse. Donc on a eu un Nasdaq sell-off. Ici, vous avez une image de Tim Cook avec le produit iPhone 8. Donc c'est quoi? C'est Apple. Donc c'est toutes les compagnies tech. Et bon, là, vous n'avez pas eu l'analyse. Comme moi j'avais fait en espagnol la semaine passée, mais on était réellement en train de parler de ça. Donc le Nasdaq était en risque de baisse vu le Fed hike. Donc le Fed hike, c'est la Federal Reserve qui a augmenté de 25 points base les types d'intérêt. Donc le benchmark des types d'intérêt pour les prêts bancaires et ainsi de suite et tout ça. Donc voilà, il a monté. Donc par rapport à ça, directement, il y a eu une réaction sur le Nasdaq. La réaction n'a pas été trop forte, mais le Nasdaq, c'était ce qui était dans le collimateur de pas mal d'investisseurs. Et bon, le Nasdaq en a fait les frais. Mais bon, voilà, ça c'est juste pour dire ça comme ça. Ensuite, on a quoi? S&P 500 sector has actually gotten cheaper as the stock market creates near records. Donc là, maintenant ici, il y a un secteur en particulier du S&P 500 qui est devenu, comment dirais-je, qui est fort accessible maintenant. Donc les prix des actions sont très basses et comment dirais-je, vu la montée spectaculaire qu'on a vue et que le S&P 500 comme le Dow Jones Nasdaq Industrial Average Dow Jones Industrial Average est au record highs, donc dans les hauts historiques. Voilà, il y a encore des opportunités dans quelques secteurs, donc là voilà, on en parle. Donc il y a encore pas mal de choses, il y a pas mal d'articles, donc il faut toujours être là à lire et rechercher. Donc ça c'est une chose qu'on fait de manière hebdomadaire, on est là, on lit, on recherche, et lorsqu'on a des positions, on est toujours en train de regarder s'il y a des news au sujet des compagnies sur lesquelles on est investi, donc par exemple avec lesquelles on trade, donc par exemple Berkshire Hathaway, Whole Foods maintenant avec Amazon, Dow Jones, ici les compagnies tech, là il y a pas mal de news, le pétrole on est dessus, le gold aussi on est en train d'en parler, gold tilts higher as dollar eases, but tallies back-to-back weekly lows. Donc, qu'il y a pas mal de pertes aussi avec l'or. Donc, l'or est dans les news. Donc, ça, c'est un actif qu'on va regarder. On a l'or, on a le pétrole. Donc, on va regarder tout ça. Et donc, là, on y est. Donc, encore ici, on a encore une news. $100 oil is a pipe dream, says Wells Fargo. Donc, on a le crude oil
Et on a Wells Fargo. Wells Fargo en train de parler de ce qui est en train de se passer au niveau des pipelines de pétrole. Donc là, boum, c'est un truc qui est intéressant. Donc, vous voyez, on a toujours à avoir des news. Et comme ça, on sait sur quoi, qu'est-ce qui est chaud, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir spéculer durant la semaine. Donc voilà, de semaine en semaine, on a toujours des choses qui peuvent bouger dans notre portefeuille. Donc ça, c'est important d'être comment dire en espagnol, pendiente de las noticias, donc toujours être à l'affût de news et toujours avoir un œil sur les news et sur notre portefeuille et voir exactement où est le risque. Donc c'est vraiment ça lorsqu'on est en train de gérer un portefeuille. Donc là on va dans Business Insiders et dans businessinsiders.com on a la page Market Insider et là maintenant on va voir exactement tout ce qu'il y a. Donc vous voyez des news sur les marchés, sur les actions, les indices, les matières premières, les devises, les fonds mutuels, les ETF, les bons et pas mal de trucs. Donc là on voyait un peu tout ce qu'il y a eu lors de la dernière session. Là, tout ce qui est au niveau des commodités. Et là, maintenant, vous voyez what's happening. Donc ici, c'est pour confirmer un peu qu'est-ce qui est chaud. Sur le moment, vous voyez Amazon. Amazon scoops up Whole Foods. Here's what you need to know. Donc, vous voyez encore pas mal de trucs avec monsieur Jeff Bezos. Amazon toujours dans le collimateur. Donc, c'est chaud pour nous cette semaine-ci. C'est Amazon, Amazon, Amazon. Ici, on a McDonald's. Donc, boum, McDonald's aussi, on va regarder ce qui se passe. Là encore, on a encore un autre truc. Qu'est-ce qu'on a? Chinese Bankers, pas mal de trucs. Vous voyez, des Goldman Sachs, Bank of America, pas mal de banquiers qui bougent de la Chine continentale vers l'île, donc vers Hong Kong. Donc, vous voyez, il y a pas mal de trucs. On va regarder un peu ces actions. Qu'est-ce qui est en train de se passer là-dessus? Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Ouais, ici on a les stocks, donc bon, ça c'est les stocks qui ont été chauds, donc ceux qui ont gagné durant cette semaine et ceux qui ont, on va dire, ceux qui étaient à la baisse durant la semaine. Donc là on voit pas mal de baisses. Ouais, à Apple il y avait la baisse de 150 à 145 et non, de 145 on descend encore un peu plus bas. Donc là si ça continue comme ça on va voir ce qui peut se passer la prochaine semaine. Donc boum, on va essayer d'être dessus aussi. Vous voyez Walmart, UBS, Whole Foods toujours dedans. Donc Whole Foods et Amazon, boum, très important. On va regarder ça dans le collimateur. Vous voyez ici oil, on a ça dans le collimateur, les commodities aussi. Donc oui, c'est très important d'avoir les news, de pouvoir interpréter les news et après directement de voir qu'est-ce qui peut se passer, où est le risque dans mon portefeuille et moi, qu'est-ce que je peux bouger, qu'est-ce que je peux faire. Donc oui, ici on a le Mexique, on a encore oil, vous voyez le Mexique par rapport à oil, donc vous voyez que le pétrole est super dedans. Au niveau industriel, on parle du charbon, donc on peut aussi voir qu'est-ce qui peut se passer avec le charbon. Après, on a ici toutes les diverses currencies, donc toutes les devises, qu'est-ce qui se passe directement. Emerging markets, on parle du Brésil et des bond yields. Et là au Brésil, donc les notes et les bons du trésor, directement qu'est-ce qu'on a? On a le dollar et le bitcoin. Donc vous voyez dans notre analyse, on a le dollar face à l'euro et le bitcoin face au dollar. Donc très important, on va voir ce qui se passe. Ici ce sont les bons. Donc les bons, là c'est quelque chose qui n'est pas très connu, on va dire des investisseurs particuliers, privés, mais des investisseurs beaucoup plus sophistiqués. C'est très important pour de la couverture et pour avoir aussi de la rente fixe. Donc ça c'est un niveau un peu plus avancé. Lorsque vous viendrez à la consultation Trading Wall Street, on ira un peu plus en profondeur avec tout ça. Et là, maintenant, on voit tout ce qui est en train de se passer avec les bons. Donc, on a avec les rate hikes qu'il y a eu, donc les 25 points bas que Mme Yellen et la Fed et la Federal Reserve ont, comment dirais-je, ont décidé de monter. Ben voilà, donc il y a des répercussions sur le bond yield parce que c'est directement en relation. Et là aussi, on a monsieur Jimmy Dimond, qui est le CEO de JP Morgan Chase. Et là, il est en train de parler de tout ce qui est bon du trésor américain. Et là, ici, on a Bank of America aussi qui est en train de parler des bons. Et donc, ouais, c'est très important tout ce qu'il y a. Donc là, on a des news sur les ETF et maintenant des news ici au niveau de tout ce qui est tech. Encore une fois, on a encore une fois Apple. On sait qu'Apple va sortir l'iPhone 8 et bientôt il y aura le deuxième trimestre, publication des bénéfices, des earnings du Q2. Et donc ça c'est très important d'être dessus. Ici on a quoi, un gestionnaire de fonds qui est en train de parler de quelque chose. Et après bon là on parle de la jeune génération. Donc voilà, donc là on a eu pas mal de choses. Donc vous voyez les news ici sont finished. Donc on a tout. Là maintenant qu'est-ce qu'on a encore? On va regarder un peu les secteurs rapidement. La dernière semaine qu'est-ce qui s'est passé? Donc on voit tout ce qui est là. Donc on a vu qu'est-ce qui était chaud, Amazon. Et c'était quoi la compagnie? C'était quoi? C'était Whole Foods ou je ne sais plus quoi. Si c'était Whole Foods. Bon, ici on n'a pas, mais donc vous voyez Amazon qui était là, Whole Foods qui est venu et les discount variety stores qui sont en compétition avec Whole Foods, ben, c'est des compagnies comme Walmart, Costco et ainsi de suite, Dollar General et Target. Donc vous voyez que Amazon et Whole Foods à la hausse et cela à la baisse. On a bien vu qu'Apple était à la baisse. Le secteur tech, donc les grosses compagnies, vous voyez que bon, il y a eu pas mal de mouvements. Les banques aussi ont été touchées. Au niveau des secteurs industriels, ça va, les utilities, ça va. Donc, utilities, c'est tout ce qui est bien utilitaire. Donc, à ce niveau-là, ben, c'est tous les services qu'on a, électricité, eau et tout ça. Donc, ouais, tout est là.
Donc après le pétrole, vous voyez que les grosses compagnies, les grosses majors, ça va pour eux. Secteur de santé, ça va en gros. Biens de consommation, on va dire oui et non, c'est moitié-moitié. Et les services, ça a été vu l'acquisition que va faire Amazon. On voit que dans ce secteur, dans cette industrie en particulier, les retail, discount, variety stores, eux, ils ont été touchés. Et Amazon à la hausse. Ok, donc là, on a vu ça. Tout à l'heure, on va revenir un peu plus dessus pour donner un peu plus de détails là-dessus. Et maintenant, on va s'intéresser au calendrier économique. Donc, c'est très important lorsqu'on est en train d'opérer de savoir qu'est-ce qui va se passer durant la semaine au niveau macroéconomique. Donc, ça veut dire que tout ce qui est en train de se passer au niveau des pays, quelles sont les choses qui vont publier, qu'est-ce qui va se passer, et ainsi de suite. C'est très important de savoir cela parce que lorsqu'on a un portefeuille, ça peut influencer les mouvements des actifs que l'on a dans notre portefeuille. Donc, ici, on a le lundi, on a Bank of Japan, Balance of Trade, donc la balance de commerce du Japon. Donc le Japon reste en surplus. Donc c'est un pays qui a une économie physique qui exporte des choses. Donc pourquoi ils ont Sony, Nintendo, Toshiba, Toyota, Suzuki, tous ces trucs-là, ça vient de là-bas, ils exportent ça. Donc ça veut dire quoi? Ils exportent plus qu'ils n'apportent, donc leur balance de commerce est positive. Donc ça c'est un surplus. Donc là, ouais, ça a d'autres répercussions que je vais expliquer un peu plus tard brièvement. Mais donc là vous voyez ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 20, on a Reserve Bank of Australia Meeting Minutes, donc ils vont se rencontrer. Donc c'est important, pourquoi? Vu qu'il y a eu la Fed et 2 semaines avant, c'était la BCE qui avait décidé leur type d'intérêt, eux, ils vont voir exactement qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour maintenir leur dollar australien à flot. Après, le mercredi 21, qu'est-ce qu'on a? On a aux États-Unis Existing Home Sales du mois de mai. Donc les ventes de nouvelles maisons. Et après, qu'est-ce qu'on a à la zone euro? On a le ECB, donc la Banque Centrale Européenne, Non-Monetary Policy Meeting. Donc c'est un meeting donc pour on va dire, des choses qui n'ont rien à voir avec la police monétaire. Donc bien sûr, on sera toujours à voir avec comment dirais-je, avec le sujet de l'argent, de la monnaie, de l'euro, comment ça va. Mais bon, voilà, donc on va dire qu'ils vont parler de choses. Mais c'est toujours, quand une banque centrale vient et se réunit, c'est toujours à propos de l'économie. C'est ça, c'est leur rôle. Donc ça, c'est un peu ridicule, je trouve, comme titre. Mais bon, voilà. C'est ça. Donc là, vous avez vu un peu le tout. Donc là, maintenant, on va un peu plus aller vers notre portefeuille. On va commencer par l'euro-dollar. Et juste une petite note que vous devez savoir pour tous ceux qui aiment le Forex ou bien qui s'intéresseraient à aller vers le Forex. Quand vous allez vers le Forex, et surtout lorsque vous allez vers des monnaies, vous devez savoir que les monnaies, c'est 100% macroéconomique. Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est quoi? C'est le medium d'exchange, donc ce qu'on va utiliser pour faire une transaction. Ici, quand vous avez l'euro-dollar, c'est une transaction entre deux pays. Pourquoi? Il y a un pays qui vend des biens et des services, il y a un autre pays qui va les acheter. Donc, vous avez vu la balance du Japon, c'est ça. Quand le Japon va envoyer ses Toyota et par exemple, nous, la France ou l'Espagne, on va acheter ses Toyota, il faut bien qu'on lui paye avec quelque chose. Donc là, directement, ça implique le Forex. Pourquoi? Ça va impliquer l'euro-yen directement. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, vous devez savoir que le Forex, c'est 100% macroéconomique. Donc, pour ça, vous devez aller toujours savoir ce qui se passe au niveau macroéconomique des pays. Donc là, on a l'euro-dollar ici, numéro 1. Donc là, on va se focaliser premièrement sur l'euro-dollar. Et comme vous voyez ici, lorsqu'on a euro-dollar, directement, ici, on a les deux économies. Les données macroéconomiques importantes de chacun des pays. D'un côté, on a l'euro et de l'autre côté, on a le dollar américain. Donc pour l'euro, on va regarder tout ce qui se passe, le PIB, le taux de chômage, le taux d'inflation, c'est très important. Le type d'intérêt pour la monnaie, avec la monnaie, on est exactement à du moins 0,40. Donc on a un type d'intérêt négatif, ce qui fait qu'on n'a aucun rendement pour notre argent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes, des grosses institutions qui peuvent emprunter de l'argent à taux zéro. Donc j'emprunte et je te rembourse, je t'emprunte 1000, je te rembourse 1000. Donc ils n'ont pas d'intérêt à payer dessus. La balance de commerce européenne, on est en surplus. Donc c'est très important de le savoir. Donc c'est-à-dire qu'on produit des biens et des biens, surtout dans ce cas-ci, qui sont exportés à l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'on exporte plus que l'on importe. La dette du gouvernement par rapport au PIB est de presque 90%, 90% pour les Français. Et le marché, comment il est? La monnaie, ce qu'elle vaut, 1,12 face au dollar, le stock market, donc ça c'est l'Eurostock 50, et la note du trésor à 10 ans, elle a un yield négatif de moins 0,46%. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir. Enfin, non, ça, c'est les derniers chiffres qu'il y a eu. Donc là, elle a commencé à baisser. Donc là, c'est ce qu'on voit. Donc, très important d'avoir tout ça à l'esprit à l'heure de faire vos transactions. Encore, je dois le dire,
les chiffres et les données macroéconomiques n'ont rien à voir avec l'économie réelle. C'est-à-dire que tous ces chiffres macroéconomiques sont en relation directement avec ce qu'on voit avec les marchés, mais ne reflètent pas spécialement ce qu'on voit dans l'économie réelle. C'est-à-dire que lorsque vous marchez dans la rue et vous voyez ici qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi et patati patata, ben voilà, ça c'est les chiffres que donne l'Union européenne pour ses taux, comment dirais-je, ses taux d'emploi et tout ce qui est en train de se passer. Donc ce sont des chiffres qui sont en relation avec les marchés financiers. Donc il faut savoir que l'économie et la finance, et l'économie et la macroéconomie des marchés financiers et l'économie réelle que vous voyez tous les jours lorsque vous marchez dans la rue sont deux choses différentes. Ce sont deux mondes à part, complètement à part. Ça c'est, comme vous avez vu dans une des vidéos que j'ai faites, ça c'est le monde des business owners et des investisseurs, et l'économie réelle que l'on voit, c'est ceux qui ont un job, les travailleurs et ceux qui sont indépendants, donc la classe moyenne. Donc oui, c'est ces deux choses-là. Nous, quand on regarde toutes ces choses-là, les données macroéconomiques et les potentiels catalyseurs et informations, c'est tout en rapport avec les spéculations et les investissements qu'on va faire sur les marchés financiers. Donc là, vous devez le savoir. Donc ici, en parlant de l'euro-dollar, donc voilà, je dois avoir les chiffres de l'Union européenne, dont la monnaie est l'euro, et des États-Unis. Donc ouais, les États-Unis, la croissance du PIB, le taux de chômage, taux d'inflation, type d'intérêt, c'était de 1, on a monté de 25 points base, donc on est à 1,25. La balance de commerce, elle est négative, donc on est en déficit, donc c'est très important de le savoir. Et la dette du pays est de 104%. La monnaie, le dollar, maintenant a une valeur de 97, donc 97 points. Et exactement, le stock market, ça c'est le Dow Jones qui est à 21 384. Et le government bond yield, donc le yield du bon de la note de trésor à 10 ans est à un yield de 2,15. Donc on voit que ici, quand j'achète un bon, j'ai 2,15% de rendement. Et lorsque j'achète un bon européen à 10 ans, je n'ai pas cela. Donc ça c'est l'eurobond, si je ne me trompe pas. On a le bubble et l'eurobond. Voilà, l'eurobond serait, voilà, ça c'est le rendement qui va me donner donc un rendement négatif. Donc je ne gagne rien en ayant ce bon là. Donc je dois payer pour l'avoir. Donc ça c'est pas intéressant pour moi. Mais vous devez savoir que ces données là, elles ont une répercussion ici. Donc il y a une raison économique et macroéconomique pour laquelle vous voyez que l'euro a baissé. Donc là il faut le comprendre. Et si vous voulez comprendre plus par rapport à ça, vous venez dans la Consult Trading Wall Street, on explique tout ça très bien ici, on n'a vraiment pas le temps de s'attarder là-dessus. On va vraiment regarder qu'est-ce qui est en train de se passer ici avec l'euro. Qu'est-ce qu'on a ici lorsqu'on est en train de regarder l'euro? Très rapidement, on a un support ici à 1,04, 1,05 et on a une résistance ici à 1,14. Donc on voit qu'on est vraiment dans ce range. On est entre support, résistance, support, résistance, support, résistance. On voit qu'ici on avait de la volatilité, c'était intéressant d'être dedans. Mais à partir de ce moment-là, l'euro-dollar, ça ne bouge pas. On a une hausse, on a un super gap ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'euro-dollar peut se diriger, donc se dire quoi? Que l'euro peut se renforcer face au dollar et monter jusqu'à 1,14, mais vous voyez qu'on a une résistance très forte ici à 1,14, on n'arrive pas à aller dessus. On peut aller vers la zone de la moyenne mobile ici de 208 semaines à 1,19, mais il y a de fortes probabilités pour qu'on revienne à la baisse et qu'on revienne combler ce gap et qu'on revienne retester une nouvelle fois le support entre les 1,04 et on va dire 1,06, 1,04. Donc on va voir ce qui va se passer cette semaine-ci. On va voir aussi, voilà, ils ont un meeting cette semaine-ci, on va voir ce qu'ils vont décider. Pour le moment, ici, on reste haussier et on va dire qu'on peut atteindre les 1,14. Ok. Donc là, on a ça. On a vu ça directement ici pour l'euro. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, on a vu l'euro. Maintenant, on va continuer, on va aller vers le Bitcoin. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe ici avec le Bitcoin. Le Bitcoin, comme vous avez vu là, ma dernière analyse, on avait ici un gros support. Ici, on a atteint les 3000. On a rejeté les 3000. Là, on est dans ce qu'on appelle un inside week candle pour voir, parce que voilà, on n'est ni au-dessus ni en dessous, mais on est compris entre les fluctuations de prix de la bougie précédente, de la semaine précédente. Et qu'est-ce qu'on a eu? Vous voyez qu'on a eu, on a une forte baisse. On est arrivé, donc on a été les 3000, on a atteint des hauts. Les hauts, c'était les 3000. Et les plus bas qu'on a eu, c'était les 2117. Et on a regagné du terrain pour revenir à 2500, à 2600 dollars pratiquement. Et comme vous voyez, il y a des lignes qui sont tracées. Ce sont les moyennes mobiles. Et ce sont, comment dirais-je, des indicateurs qu'on utilise pour faire nos analyses de price action, donc de l'action du prix, et en simultané avec les patrons de chandelier et en même temps avec l'interaction du prix actuel
avec comment dirais-je, des marques historiques du prix passé. Et ça, comment dirais-je, ce sont les moyennes mobiles qui nous l'indiquent. Donc nous on voit plus ou moins comment est l'interaction du prix avec ces différentes moyennes mobiles. Et donc on voit exactement la moyenne mobile, c'est juste pour nous dire où était le prix il y a 4 semaines, où était le prix à 8 semaines, ici où était le prix à 13 semaines, où était le prix à 21 semaines, 26 semaines, 52 semaines et 104 semaines, etc. Donc, ouais, donc c'est vraiment ça que nous on est en train d'analyser. Et ben ouais, pour le moment, ouais, ça atteint la moyenne de 8 semaines et c'est reparti, et une clôture juste au-dessus de la moyenne de 8 semaines. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ou lorsqu'on a un long pic pareil, en anglais on appelle ça un pointer. Donc un pointer, c'est quoi? Donc, si on en a juste un seul, ça nous indique un point jusqu'où que le marché peut atteindre. Donc oui, quand on a eu ce pointer ici, le marché après a continué à monter et on a atteint ce point-là. Mais si on a un pointer vers le bas, si on en a un deuxième, là c'est un rejet total des, comment dirais-je, de baisse, et donc on va continuer à être haussier. Mais si le marché, comme il a clôturé ici, on peut ouvrir à 2585, le pointer, là ça peut être un indicateur pour nous. Donc on peut se rediriger vers la moyenne mobile de 8 semaines et aller beaucoup plus bas. Donc ici, voilà, donc là on peut s'attendre à avoir des prix beaucoup plus bas ou à rester latéral avec le Bitcoin. Ok, ça c'est ce qu'on a vu pour le Bitcoin. Donc maintenant on continue tranquillement. Attendez, celui-là il va lentement. Voilà, là maintenant on va s'intéresser au marché. On va regarder le Dow Jones Industrial Average. Donc on va retourner ici dans ce qu'on a vu, le Dow Jones. Et le Dow Jones, comme on l'a vu dans les données macro, le Dow Jones était haussier et c'était le Nasdaq qui avait souffert. Donc là, on va mettre ça un peu plus grand et on va voir ce qui s'est passé. Donc on va décortiquer un peu ce qui s'est passé. Donc ça, ce sont des analyses que j'ai, on va dire que je fais en espagnol, donc elles sont beaucoup plus complètes. Donc voilà, donc je vais vraiment essayer d'aller doucement ici et de ne pas trop compliquer la chose. On est dans une configuration haussière, vous voyez le canal haussier, vous voyez tous les points qu'on a eu, le point d'inception c'est le point A, le point B, le point C, et maintenant on va à la hausse en recherche du point B. Donc le point B, comme vous voyez, moi j'avais une analyse qui me donnait ce point D, pardon, aux alentours des 21 500, 21 600 et pourquoi pas les 21 800. Donc là, oui, on est en bonne route pour atteindre les 21 500, on est exactement à quoi? À 116 points. Donc 116 points, le Dow Jones peut le faire tranquillement. On a un bon volume haussier, 4 semaines de suite, donc pendant tout le mois. Depuis la mi-mai jusqu'à maintenant on est à la mi-juin, donc vous voyez qu'on est resté super haussier. Il y avait un gap ici, un gap, donc c'est-à-dire un espace dans lequel il n'y a pas eu de cotisation, donc il y a on n'a pas cotisé à ce prix-là, à ces points-là, donc il n'y a personne qui a voulu négocier à ces points-là. On est passé d'un point à un autre, donc ce qui fait qu'il y a un grand écart sans cotisation et on est directement monté aux 20 700 et de là, voilà, on est resté super haussier. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'entrevoir et quelles sont les probabilités pour la prochaine semaine? C'est que le Dow Jones reste haussier et qu'il aille se rapprocher des 21 500 points. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Et lorsqu'on voit cela avec le Dow Jones, on peut voir ça ici directement. Pourquoi le S&P 500, ça c'est les 500 compagnies les plus importantes des États-Unis. Et là-dedans, on a bien sûr les 30 compagnies qui forment le Dow Jones, qui sont dedans. Donc si ces compagnies-là, comme General Electric, Johnson & Johnson, Chevron, JP Morgan, Wells Fargo, Visa, Mastercard, Apple, Coca-Cola et ainsi de suite se portent bien, on va pouvoir voir un Dow Jones continuer à aller à la hausse. Et ici, on va réellement voir un peu sa corrélation avec les indices. Le Dow Jones est représenté par l'ETF Diamond, donc le DIA, et le DIA est en vert. Donc le DIA est en vert, et donc là, ça nous indique, comment dirais-je, une possible montée, c'est-à-dire qu'il y a une bonne semaine, et lorsqu'on voit ici au niveau du graphique, on voit que la semaine a été haussière, un très bon volume. Vous voyez que le volume, on a atteint les 2 milliards de contrats négociés du Dow Jones, et si ça continue, voilà, donc on va voir un Dow Jones se rapprocher des 21 500 points, et ça c'est très probable que cela se produise. Donc maintenant, là on a eu le Dow Jones, là maintenant on continue. Attendez, là il me raconte quoi? Ça c'est des news qui arrivent. Là maintenant on va vers le Nasdaq 100, donc là le Nasdaq 100, la tech, donc rappelez-vous que vous avez le Nasdaq Composite, donc ça ce sont toutes les compagnies qui composent le Nasdaq, mais nous on s'intéresse au Nasdaq 100, donc ça c'est vraiment le top du top, la crème de la crème, les plus balèzes, ceux qui font réellement bouger le Nasdaq. Et comme vous avez vu ici, vous savez qu'on a eu, rappelez-vous, on a eu pas mal de news sur les compagnies du Nasdaq et ainsi de suite, Amazon, tout ça, et qu'est-ce qu'on a vu? Le Nasdaq a eu une grosse perte. Là la semaine passée, vous n'avez pas pu avoir accès à l'analyse que j'avais faite en espagnol, mais il y avait beaucoup de catalyseurs, beaucoup d'infos sur le Nasdaq en vue de quoi? De la semaine du rate hike de la Federal Reserve. Et donc le Nasdaq il y avait un risque de baisse du Nasdaq, et voilà, ça s'est passé.
Et là, comme vous voyez, on est déjà en dessous de nos moyennes. On est en dessous de la moyenne mobile des 4 semaines, en dessous de la moyenne mobile, on a touché la moyenne mobile des 8 semaines, on était en dessous, on est revenu juste au-dessus, on est en lévitation entre les deux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un gap baissier et on est là maintenant, on est entre la moyenne mobile de 8 et de 13 semaines. 13 semaines, pourquoi 13 semaines? 13 semaines, vous devez savoir que toutes les 13 semaines, ça équivaut à 3 mois. Et qu'est-ce qui se passe tous les 3 mois? Aux États-Unis, nous avons les earnings, les compagnies publient. Donc ça, c'est une moyenne très importante qu'on doit avoir. Ça, c'est le petit truc derrière. Et donc, vous voyez la probabilité, comment j'avais dans mes analyses que j'avais faites en espagnol, c'était une baisse. Revenir ici, près de la moyenne de 13 semaines et de là rebondir, aller à la hausse ou de là aller plus bas. Pourquoi? Parce qu'on avait un grand espace ici, un gap, revenir plus bas, retester cette résistance, support ici à 5400 et de là rebondir et aller vers la hausse. Donc ça, ce sont les probabilités qu'il y a et c'est ce que nous on est en train d'analyser. On va analyser les compagnies phares et les leaders du Nasdaq 100 et on va voir si elles nous indiquent cela. Si ça nous confirme, on ira à la baisse et on reviendrait à l'achat dans cette zone-ci de là pour remonter vers les 5800 points et Nasdaq, on aimerait aller beaucoup plus haut. Comme vous voyez ici, j'ai un canal qui est dessiné. J'ai un canal qui est tracé. Voilà. Ouais, un canal haussier. Bam. Et là, vous voyez qu'on est en zone de résistance. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est en zone de résistance? On recorrige, on retourne vers le bas. Donc là, le Nasdaq est exactement dans cette configuration haussière. C'est un canal haussier, support, résistance. On est en résistance de canal. Donc ici, on devrait très probablement une forte probabilité de correction et vous voyez que là ça a déjà été entamé comme c'était le cas ici, mais vous voyez que ça peut rester très longtemps. Après il nous faut de forts catalyseurs, des grosses infos ou un catalyseur ou info et directement la configuration technique nous montre qu'il y a une baisse très probable et là nous on en profite et ici vous voyez on est exactement dans la même configuration. Donc comme on dit, l'histoire se répète. Au niveau technique, on doit savoir ce qu'il y a, mais qu'est-ce qui va déclencher cela? C'est un catalyseur, une information, une big info, un big catalyst, et on aura la grosse baisse et cette correction tant attendue. Ok, donc là, vous avez cela. Et là, maintenant, on va continuer rapidement. Donc là, on a vu le Nasdaq 100 et maintenant, on va aller regarder le gold. On va voir ce qui se passe sur l'or. Rappelez-vous, on a vu aussi des news sur l'or. L'or ici, on est dans un canal, une configuration haussière. On a ici le support, on a la résistance, support, boum. On est vraiment à mi-chemin. Et là, on est à mi-chemin de quoi? On peut se rediriger vers le support. Mais ici aussi, on a un petit canal qui est en train de se former. Vous voyez, on a un canal aussi encore ici, un canal dans le canal. Et oui, il y a beaucoup de choses à tenir en compte. Et donc là, on avait quoi? On avait ici la résistance, le support, résistance, support. Et ici, boum, on revient retester le même support. Donc, vous voyez, comme je l'avais ici. Et là, la hausse, on a rajouté les 1300 points. Et on a 2 semaines consécutives de baisse. Et donc là, on est revenu aux alentours des 1250. Donc ici, on va voir ce qui va se passer. Si, comment dirais-je, la chose reste pareille, et que la semaine prochaine, c'est une semaine encore baissière, on pourrait voir ceci, ça pourrait continuer à baisser et aller maintenant vers le grand support de canal aux alentours des 11 000 points, mais on reste dans une configuration haussière. Pourquoi? Parce qu'on a des bas plus hauts. Donc vous voyez, le canal va vers le haut, le marché ne monte jamais de forme parabolique, donc on va dire en ligne droite comme ça, non, il va en onde. Donc c'est des ondes, il faut les comprendre. Et donc là c'est un typique A, B, C. On irait chercher un D. Et vous voyez que les points B et les points D sont ces points de résistance toujours plus haut. Donc on irait vers les 1475, 75 points. Et on aurait un support. Vous voyez ici c'était 1000, 1050 $. Ici les 1130 $. Ici les 1180 $ et ainsi de suite. Vous voyez, on irait toujours en montant. Donc ça, ce sont les fortes probabilités que nous avons et ce que nous allons analyser et on va voir exactement si ça vaut la peine d'avoir, qu'est-ce qui va se passer, le price action à tous ces différents niveaux de prix et voir exactement tout ce qui peut se passer et nous on va agir en conséquence. Ok, dans nos portefeuilles et dans les positions que nous avons. Donc là, c'est ce qu'on est réellement en train de voir pour le moment. Donc ici, l'or, si ça continue de la sorte, on pourrait voir une baisse. Donc vous voyez, en dessous de toutes les moyennes mobiles ici, on pourrait se rabaisser. Premièrement, aller vers les 1227, deuxièmement, vers les 1200, et puis après, on redescendre beaucoup plus bas pour aller en support de canal vers les 1170, 1180. Ok, pour les Français, 1170. Donc 75 parce que c'était exactement 1175 points, quelque chose comme ça. Et maintenant, on va terminer avec le dernier actif et c'est le crude oil. Donc le crude oil, là, oui, grosse baisse ici. Et depuis qu'on a baissé, on a atteint le fond, les prix les plus bas, c'était les 30 $.
le baril de cru. Et là, depuis là, on est remonté de 30, on est remonté vers les 50 $. Et vous voyez que là, on est dans ce qu'on appelle un range latéral, donc c'est-à-dire un mouvement horizontal. C'est-à-dire qu'on est en résistance, support, vous voyez qu'on est là. Mais toujours dans une configuration haussière. On a ce qu'on appelle un triangle, donc un grand triangle qui est en train de se former. Voilà, on va essayer de vous le mettre comme ça. Donc, vous voyez ici la base. Et ici, vous voyez qu'on a des bas chaque fois plus haut. Donc, vous voyez, ça c'est ça. Donc, ça nous fait aussi une directrice de tendance haussière. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette ligne de tendance aussi? Ici, vous voyez que tant qu'on reste au-dessus, on est toujours en achat. Mais vous voyez qu'ici, le prix résiste. On va dire que les 53 à 54 $ le baril, c'est en train de résister. Donc, à chaque fois qu'on arrive là, il y a un rejet. On arrive là, il y a un rejet. Et depuis là, on était dans un canal baissier. Donc ici, vous voyez, résistance, support, résistance, support, résistance, support. Et à chaque fois, on a des bas plus bas. Et donc, vous voyez, on se redirige vers les autres points de support ici. Donc si on a déjà, il y a eu un break en dessous de cette ligne de tendance ici. Donc là, c'était les 47,50. 2 semaines baissières, donc il y a eu un mois à la baisse. Depuis la mi-mai, on est à la baisse complètement et on est arrivé maintenant à 44. Si on continue, vous voyez ici, il y avait déjà l'analyse qui était faite. Bon, là, c'était l'analyse que j'avais en autre langue. Si on perd, donc on est en dessous de ces 44 $ le baril, on irait vers les 40 $ le baril. Donc là, ça peut être, à dire, durant tout l'été, c'est ce qu'on peut voir. Ou ici, on peut rebondir, aller vers la hausse. Donc nous, on doit vraiment être on est super à l'affût et on regarde tout ce qui est en train de se passer et on voit toutes les probabilités. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc vous devez savoir aussi qu'il y a des fondamentaux derrière le pétrole. Le pétrole est un actif très particulier, très stratégique, c'est géostratégique, c'est géopolitique. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient avec le Qatar, les Émirats arabes, l'Arabie saoudite et tout ça, et tous les pays de l'OPEP. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez qu'il y avait l'article ici qui parlait où Wells Fargo est en train de parler du oil, ainsi de suite, et tout ce qu'il y avait. Attendez, c'était où ce truc-là? Voilà, vous voyez ici tout ce qu'il y a avec l'oil, là, ici le pétrole du Mexique, et encore ici on a encore d'autres articles qui étaient en train de nous parler de ça, ouais, oil rebounds et tous ces trucs-là. Donc il y a beaucoup de fondamentaux derrière, donc il faut regarder ce qui se passe au niveau de ces pays, des pays producteurs. Il faut regarder les pays importateurs, les pays exportateurs, les pays importateurs, comment est-ce qu'on en a besoin, on doit savoir tout ça, quelles sont les réserves que chacun des pays a, donc des pays très importants, les émergents et les emerging markets, et les pays développés et les pays qui sont en voie de développement, très important de voir cela, et bien sûr les politiques qu'il y a derrière, parce qu'il y a énormément de choses pas très claires, beaucoup de manipulations, et c'est un game très rude et très dur, ok? Donc là, vous voyez exactement, là vous avez vraiment une idée de ce que nous on fait, de ce qu'on regarde vraiment au niveau de tout ce qui est là. Quand on est en train de gérer nos portefeuilles, là c'était très rapide, on a vraiment juste touché la surface de ce qu'on est en train de faire, mais comme ça vous allez avoir une idée et ça va être un truc super chargé, parce que là, si on va dans des choses techniques et des choses fondamentales en profondeur, ça complique vraiment les choses. Donc là vous voyez un peu pourquoi, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, pourquoi est-ce que nous on gère un portefeuille, parce qu'on a des opportunités. Vous voyez que j'ai des opportunités sur le pétrole, sur l'or, sur le Nasdaq et les compagnies du Nasdaq, sur le Dow Jones, les compagnies du Dow Jones, le Bitcoin, les monnaies et ainsi de suite. Et vous voyez ici, j'ai énormément de choses sur lesquelles moi je peux opérer. Et ça c'est pour avoir un overview, donc c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble. Et lorsque j'ai un portefeuille, ben, je peux diversifier mon risque. Donc c'est pas en faisant du day trading, par exemple, je n'ai que l'euro-dollar, se dire que c'est binaire, c'est ou tout ou rien. Et ça c'est tous les jours pareil, non. Moi je vais avoir des opportunités. Vous voyez que moi ce qui m'intéresse, je viens moi personnellement, et ceux avec qui je bosse, on comprend l'importance des gros moves. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être dans une semaine où il n'y a pratiquement pas de mouvement. Nous, c'est ce type de mouvement qu'on veut. Nous, on veut prendre ces gros mouvements-là. Ces gros mouvements-là, vous voyez, comme ici, quand on a fait le Bitcoin, on a pris ce gros mouvement-là. Depuis ici, là, non, un peu plus bas, on est rentré à 700 et quelques, 700 $, jusqu'à 3000. Vous voyez, c'est ces gros moves que nous, on veut. On veut les gros moves dans le Dow Jones. On veut les gros mouvements dans le gold, dans les gros mouvements dans le pétrole. C'est ça qui nous intéresse, parce que là vraiment voilà, on peut gagner 5 $ par contrat qu'on a et ainsi de suite. Donc c'est important. Imaginez-vous quand vous avez ici j'ai 5 contrats ici en faisant un bon usage de l'effet de levier, donc ce qu'on appelle le leverage, ainsi de suite. Donc on peut aller à du leverage 10, ce qui veut dire si pour investir dans un actif qui coûte 100 €, je ne dois déposer que 10 €. Donc si j'ai 1000, 2000, 3000 ou 4000, je peux en avoir beaucoup plus avec pour mon argent, mais je ne vais pas tout mettre
comme on dit, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc ça, c'est sur le day trading ici. Non, moi, ce que je fais, c'est que je spread, comment dirais-je, mon risque. Je le répartis. Ici, on a un petit exemple avec 6 actifs. Je dis que réellement, les idées que nous, on a lorsqu'on a des portefeuilles, ça va de 10, 15, 20, 25 et même plus. On met beaucoup d'ordres qui vont s'exécuter lorsque le marché et la cotisation atteint les prix qui à nous intéressent, et boum, on est dedans. Ben, tout ça, c'est sur base de, comment dirais-je, de nos analyses. Et là, on voit comment le tout est en train de travailler. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend nos bénéfices et on réduit nos expositions au fur et à mesure que ça va en notre faveur. Et bien sûr aussi, quand ça va contre nous, ben, on doit être là pour réduire la casse. Ben, c'est juste ça. Donc maintenant, si vous voulez en apprendre encore bien plus sur tout ça, vous avez une adresse, c'est www.jctream.com. Vous êtes là, vous venez. Vous allez avoir accès à nous, et maintenant ici on a rajouté le lien vers le site web en français, et directement vous allez arriver ici sur JC Stream French Consulting, et là directement vous avez cette petite et jolie vidéo que j'avais faite je sais pas, il y a une semaine là, où on explique un peu tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on a, et on va rajouter toutes les vidéos qu'on a en français, et les services et tout ce qu'il y a là-dessus, tout va être détaillé là. Mais en attendant cela, ne soyez pas timide, vous avez un formulaire de contact, on va recevoir directement vos choses, donc votre nom, votre adresse email, le message, vous dites ce qui vous intéresse, ainsi de suite. Et là, ou votre numéro de téléphone, tout ce qu'il y a, nous on se met en contact avec vous. Ici, vous avez mon numéro. Donc là, vous pouvez me contacter, Viber, WhatsApp, Messenger, ce que vous voulez, ou m'appeler directement. Je suis là, je réponds. Et il y a pas mal de choses. Ou bien, directement, vous commentez ici en bas de la vidéo, vous vous abonnez au canal, vous posez vos questions directement par direct message ou dans la section commentaires. Et on est là et on se met en contact avec vous. Ok? Super grand merci. Retenez l'adresse www.jctream.com, et on part bientôt et on se revoit la semaine prochaine. Et bien sûr, regardez aussi les prochaines vidéos qu'on va publier durant la semaine. Ok, merci beaucoup. Ciao.